Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'information principale ce soir, c'est bien sûr le débat qui va opposer les deux candidats à l'élection présidentielle. Qui de François Hollande ou Nicolas Sarkozy en sortira vainqueur? La réponse dès 21h sur France 2 et TF1. Les militants de leur côté suivront de près ce moment tant attendu. À l'UMP, on tape dessus pour attraper le retard dans les sondages. Dramatique fait divers dans le Richelet, en Indre-et-Loire, à Champigny-sur-Veude, dans la nuit de lundi à mardi. Une jeune femme de 22 ans a été retrouvée morte sur la route départementale 749. Elle gisait sur le sol, vraisemblablement renversée par une voiture qui aurait peut-être pris la fuite. Les gendarmes ont ouvert une enquête. Ils lancent un appel à témoins. Et puis en sport, nouvelle défaite du Tour FC à 3 journées de la fin du championnat de Ligue 2. Défaite enregistrée à Sedan, 3-0. C'est définitivement raté pour la montée. Vendredi, ils avaient pourtant remporté à domicile leur match contre le leader Bastia. Bonsoir et bienvenue. On ouvre ce journal avec cet événement médiatique ce soir à la télévision française. Vous serez 20 millions de téléspectateurs à suivre sur TF1 et France 2 le débat de la présidentielle. C'est à partir de 21h. Le débat est attendu par les militants UMP. Il est vu comme le moyen pour le président candidat de rattraper son retard dans les sondages. Alors à la Fédération de l'Indre-et-Loire, on a tout organisé pour recevoir les militants. Brian Bock. Là, on aura bien la 2 ce soir. À 14h, les préparatifs pour le débat de ce soir se terminent. Tout est presque prêt. Réglage de la télévision, aménagement de la salle et disposition des tracts. Au siège de l'UMP, boulevard Horteloup à Tours, on attend près de 200 personnes dans 150 mètres carrés. Autant dire qu'ils seront serrés. Ce soir, eh bien là, nous attendons tous nos militants et adhérents de la Fédération 37. Donc, il faut que tout soit au point, la télé fonctionne bien et puis qu'au moins la salle puisse accueillir le plus de monde possible. Moi, je suis très positive et le débat est très important pour tous les Français et Françaises. Un débat très attendu. Les militants UMP ont confiance en leur candidat. Ils attendent en revanche avec impatience le discours de François Hollande et ses réponses face à Nicolas Sarkozy. On va faire attention à François Hollande, oui, parce que... Et à Nicolas Sarkozy, évidemment, mais nous, on sait à peu près ce qu'il va dire, Nicolas Sarkozy. On connaît son programme, on le défend. François Hollande, ça va être... Il a été dans l'ambiguïté pendant toute la campagne, sur le quotient familial, sur l'immigration, encore ce matin sur BFM TV. Et ce soir, il va bien falloir qu'il réponde aux questions de Nicolas Sarkozy, qui va sûrement lui en poser, en plus des journalistes. Donc là, effectivement, on va être attentif à voir ce qu'il va véritablement proposer. C'est toujours pareil avec vous, il est gentil au début, puis après ça tourne mal. Bon, c'est comme ça, c'est pas deux styles, deux personnalités opposées. François Hollande et Nicolas Sarkozy se sont déjà affrontés 4 fois, notamment en 99 pour les élections européennes. Ce soir à 21h, l'heure des retrouvailles aura sonné. Et Guillaume Pelletier est annoncé ce soir à la fédération locale de l'UMP. De son côté, le PS a convié également ses militants à son siège départemental de Tours et a mis en place une cellule riposte sur Facebook et Twitter. Une vingtaine d'internautes réagiront aux déclarations de Nicolas Sarkozy. Le PS qui, pour cette campagne, a tablé notamment sur le porte-à-porte. Depuis mars, des militants de la Rose arpentent les quartiers, les cages d'escalier sur tout le territoire pour convaincre, et ce, jusqu'au dernier moment. Jérôme Alain. Bonjour, Monique Moutier, adjointe au maire. Je fais la campagne pour François Hollande. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'est déjà le 2e hall d'immeuble visité en moins d'une demi-heure. Les militants du PS font du porte-à-porte à la rencontre des électeurs. Sur le quartier du Sanitas, en ce samedi après-midi, tracts et lettres d'engagement de François Hollande sont distribués directement sur le palier pour rappeler l'importance du scrutin de ce dimanche. Le but étant d'échanger au plus près des lieux de vie, dans la proximité, dans une sorte d'intimité, pour justement échanger, parler, présenter notre projet et appeler au rassemblement, appeler à la mobilisation pour voter au 2e tour pour François Hollande. Depuis le mois de mars, ces militants ont poussé pas moins de 20 000 portes sur tout le département. Souvent, un court dialogue s'instaure et pour Nadia Hamoudi, cet échange peut être décisif dans la dernière ligne droite. Ça fait des années qu'on arpente à chaque échéance électorale les quartiers, donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est important pour renouer du lien avec la population et puis aller au-devant aussi des citoyens qui à un moment donné hésitent. Donc on va essayer nous de les convaincre de voter Hollande parce que c'est important pour faire battre cette droite. Et puis bien évidemment tous les abstentionnistes qu'il ne faut pas ignorer. Et même si le taux de participation était élevé au soir du 22 avril,
plus de 9 millions d'électeurs ne se sont pas déplacés pour le premier tour. Alors même si les sondages sont plutôt favorables au candidat François Hollande, les militants, eux, resteront mobilisés jusqu'à samedi. Et dimanche, sur les coups de 20h, peut-être pourront-ils fêter la victoire. Dans le cadre de ce second tour de la présidentielle, quel vote centriste? Si Nicolas Sarkozy a tenté de séduire les électeurs de Marine Le Pen, le vote centriste n'est pas négligeable. Les électeurs de François Bayrou, 9% des voix au premier tour, voteraient à 41% pour François Hollande, 36% pour Nicolas Sarkozy, tandis que 23% s'abstiendraient, chiffre d'un sondage Harris Interactive pour VSD LCP. Et qu'en est-il des leaders locaux? Eh bien, on voit cela avec Anaïs Michaud. Avec 10,3% des suffrages, soit un point de plus que sur le plan national, le score de François Bayrou reste décevant pour les centristes de Touraine. Du coup, à l'aube du second tour, au Modem 37, on hésite, mais le dilemme n'est pas forcément celui qu'on croit. Au niveau local, moi j'ai fait une consultation du conseil départemental pour avoir les opinions. Je crois qu'il y a quelque chose qui est assez partagé, c'est le rejet de Nicolas Sarkozy. Donc dans les gens que j'ai consultés, personne n'ira voter au second tour pour Nicolas Sarkozy à cause de son bilan, de son projet et puis aussi de la campagne qu'il mène depuis une semaine. Voter François Hollande ou voter blanc? Telle est donc la question au Modem. Pourtant, le vote PS ne serait pas majoritairement un vote d'adhésion, mais davantage un vote sanction. François Bayrou devrait éclaircir sa position dès demain à l'issue du Conseil national du Modem, une annonce qui pourrait influencer le choix des électeurs centristes, au même titre que le débat de ce mercredi. Au Parti radical, on attend également cette dernière échéance pour statuer, même si la décision est quasiment prise. Il n'est pas possible de voter François Hollande parce qu'il sera rattrapé par l'idéologie du Parti socialiste. Le vote blanc est exclu parce que je pense que c'est très complexe de voter blanc quand on appelle à avoir des mandats. Maintenant, je vous l'ai dit encore une fois, j'attends moi le débat présidentiel entre deux tours, entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Voilà, on a beaucoup dérivé vers la droite. J'espère que ce soir, on n'y dérivera pas un peu plus, parce que alors là, je serai vraiment dans un embarras très net. Sauf si le président candidat se rapproche encore de la droite, il devrait bénéficier des voix des sympathisants du Parti radical en Touraine, qui suivent donc la position de Jean-Louis Borloo. Nicolas Sarkozy est également soutenu en Indre-et-Loire depuis le début de la campagne par le Nouveau Centre, Sophie Oconi ayant choisi de s'allier à Guillaume Pelletier. Dans le département, les deux candidats bénéficieront donc du report des voix des centristes. Le débat devrait permettre aux indécis de trancher. On l'a abordé dans ce journal, Nicolas Sarkozy peut-il remonter dans les sondages? C'est en tout cas ce qu'a sous-tendu l'idée d'organiser un rassemblement hier pour le 1er mai au Trocadéro, histoire de ne pas voir la rue entière contester le président candidat. Du coup, ce 1er mai a été très politique et face au travail version Nicolas Sarkozy, les militants syndicaux et de la gauche ont gonflé les rangs des manifestations traditionnelles du 1er mai. À Blois, près d'1 millier de personnes et à Tours, environ 3000 personnes. Mickaël Briffaut. Plus de salaire de retraite, plus d'emploi, moins de chômage, oh, voilà ce qu'il faut. Élection présidentielle oblige, ils étaient plus nombreux que l'an dernier dans les rues de Tours à défiler pour le 1er mai. La polémique sur le vrai travail lancée par Nicolas Sarkozy y était pour beaucoup. Des propos qui étaient souvent au cœur des préoccupations syndicales. Le vrai travail, je pense qu'il faut arrêter d'aller opposer les gens les uns contre les autres. Le vrai travail, il n'y a pas de vrai travail, il y a un travail et il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien travailler. Aujourd'hui, il faut regarder aussi les gens qui ne peuvent pas obtenir de travail du fait de la politique actuelle du gouvernement. En l'entendant, on avait l'impression que le vrai travail, c'était la souffrance au travail, qu'il fallait souffrir pour être un vrai travailleur. Donc nous, c'est vraiment pas notre conception du travail. Donc quand on voit ce qu'il a fait pour les salariés pendant son quinquennat, c'est-à-dire entre autres pour ceux qui souffrent, il n'a rien fait. Le cortège de cette année était donc très politisé et c'est l'opposition aux déclarations du président sortant qui a souvent unifié les troupes. Il semblerait que notre président sortant soit depuis 5 ans déconnecté complètement de la réalité du monde du travail et nous le prouve par ses déclarations. C'est la fin de règne, on essaye par tous les moyens de collecter des voix pour le prochain tour. Non seulement on est en train de lui expliquer qu'il a tort, et en plus on va lui montrer par où est la porte de sortie. Alors je sais que la CFDT s'est pas positionnée par rapport aux élections présidentielles, mais en attendant c'était quand même un fait. Ce gouvernement doit disparaître et le gouvernement ne correspond plus aux attentes des salariés, et des vrais salariés. Quelle que soit l'issue du scrutin de dimanche prochain, les syndicats promettent déjà un 3e tour social. Dans la rue,
Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la politique qui constitue en cette période électorale une grande partie de l'actualité. On en vient à ce macabre fait divers à Champigny-sur-Veude, près de Richelieu. Hier, mardi, vers 1h du matin, une jeune femme de 22 ans a été retrouvée morte sur la route par des pompiers qui rentraient d'une intervention. Elle aurait été renversée par une voiture. Le conducteur aurait peut-être pris la fuite. Une enquête de la gendarmerie a été ouverte pour le déterminer. Sabrina Meloult. C'est sur cette route, la départementale 749, que Malika Proust a été retrouvée dans la nuit de lundi à mardi. Il était environ 1h du matin lorsque des automobilistes ont donné l'alerte aux pompiers. Mais alors que s'est-il réellement passé? Ce que l'on sait, c'est que la jeune femme de 22 ans, originaire de Richelieu, avait décidé de se rendre chez une amie à Champigny-sur-Veude, soit une distance de 5 km à parcourir à pied. Une route particulièrement dangereuse puisqu'aucun espace n'est réservé aux piétons. Malika aurait-elle glissé sur la chaussée ou bien aurait-elle été fauchée par un véhicule qui aurait pris la fuite? C'est en tout cas l'hypothèse de travail privilégiée par le parquet et la brigade de gendarmerie de Chinon. Les débris d'un véhicule, voilà la seule pièce de l'enquête à explorer. Constatés par les experts aujourd'hui même, suffiront-ils à élucider cet accident mortel? Aujourd'hui, le corps de Malika Proust a été autopsié à l'hôpital Trousseau. La brigade de gendarmerie de Chinon poursuit son enquête. Et donc Sabrina Meloult vous le disait, un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie. Si vous avez des informations, que vous étiez par exemple sur la départementale 749 entre Richelieu et Champigny-sur-Veude, veuillez appeler le 02 47 72 35 60. À Fondette, près de Tours, une banque BNP Paribas est partie en fumée dans la nuit de lundi à mardi. Elle a été totalement détruite. Les gendarmes ont ouvert une enquête. La piste criminelle semble privilégiée. Mickaël Brifou. L'incendie qui a débuté vers 2h du matin s'est vite propagé au commerce voisin. D'ailleurs, les dernières flammes n'ont été éteintes qu'au bout de 5 heures. Un drôle de spectacle en pleine nuit pour les voisins d'en face. C'est la sirène des gendarmes en fait qui nous a réveillés. Et quand on s'est levé, quand on s'est mis à la fenêtre, on a vu qu'il y avait des flammes qui commençaient à se faire. C'est vrai que c'est impressionnant parce que ça brûle vite en fait. C'est vrai que ça a duré assez longtemps. Après, ça fait un peu peur qu'on est en face, quoi. Pour les gendarmes, la thèse la plus privilégiée est la piste criminelle. D'après eux, le scénario commence à être connu. Dans la nuit, la gendarmerie a été appelée par la société de télésurveillance de la banque. Un homme tentait de pénétrer à l'intérieur du bâtiment pour le vandaliser. Intervenu en moins de 15 minutes, les forces de l'ordre ont découvert l'incendie et ont prévenu les pompiers. Entre-temps, l'homme avait disparu. Bon là, il y a une enquête qui est en cours. Effectivement, il y a une série de témoignages qui se sont faits sur place. La gendarmerie analyse les différents faits et puis elle donnera ses conclusions sur la cause de l'incendie de cette banque. La bande de vidéosurveillance de la banque a été sauvegardée et sera prochainement saisie par les services de la gendarmerie. L'objectif, tenter d'identifier l'homme aperçu par les différents témoins. En décembre dernier, le dernier étage d'une autre agence bancaire de Fondette avait pris feu. Mais cette fois-ci, l'enquête s'était vite dirigée vers un sinistre d'origine électrique. On termine ce journal par du sport et ce résultat enregistré hier par le Tours FC, une défaite après la victoire de vendredi dernier. Hier soir, les Tourangeaux se sont inclinés à Sedan 3-0. Alors où en est le club à 3 journées de la fin du championnat? Réponse avec Romain Delville. Envolées les chances de monter pour les footballeurs tourangeaux. Malgré leur victoire 2-1 vendredi contre Bastia, le nouveau champion de France de Ligue 2, les Bleus se sont inclinés hier 3-0 à Sedan. Ce qui reste en ce moment, c'est une très très grande déception parce que quand on regarde le classement ce matin, c'est Sedan à 52 points. Alors vraiment à 3 points de la montée, on aurait eu nos chances. Le Tours Football Club reste donc à 49 points, à 6 longueurs du 3e Troyen. Leader d'un groupe étau qui ne reviendra pas sur les échappées, le TFC a 3 matchs pour ne pas glisser vers le bas. Châteauroux 10e à 1 point, Le Mans et Metz aujourd'hui en situation dangereuse à 3 points du premier relégable. Nous on peut terminer 6e, 5e, voire plus haut encore et terminer 15e. Alors et ça c'est une grande motivation pour faire vraiment cette 6e, cette 7e ou cette 8e place, c'est une grande motivation et c'est comme ça qu'on peut mobiliser l'équipe. Une mobilisation nécessaire dès vendredi pour le derby du centre à Châteauroux. Ensuite, le TFC devra dépasser son rôle d'arbitre entre Manceau et Messin pour conclure au mieux cette saison.
Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons Gilles Godefroy, secrétaire départemental du Front National 37. Restez avec nous.